Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi en 2020 la Varicam 35 a totalement disparu des étagères des loueurs, que personne ne l'utilise, aucun chef opérateur pratiquement en France en fiction l'utilise pour le cinéma ou le téléfilm ou la série. Bref, on va essayer de savoir pourquoi. Alors, quand on parle de Varicam et de Panasonic, il faut quand même revenir un peu dans le contexte et revenir 15 ans en arrière. Alors, voilà, il y a 15 ans, je faisais partie de ceux des chefs opérateurs qui utilisaient ces caméscopes, puisqu'on appelait ça comme ça, on appelait ça un caméscope, pour faire de la fiction en HD. C'était soit Sony avec la 750, la 900, ou alors, pourquoi pas, arriver sur le marché français, la Panasonic. Alors, la première caméra qui a eu réellement son succès en HD, c'était la Panasonic Varicam. Alors, son nom était un peu compliqué, puisque c'était la AJ et quelque chose. C'était la seule caméra qui permettait à l'époque de pouvoir faire du 60p, ce qui était plutôt rare, parce que jusqu'à présent, voilà, en termes de vitesse, on faisait que du 24, du 25 ou du 30p. Là, c'était principalement la seule caméra qu'on utilisait pour faire du Varispeed, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelait la Varicam. Alors, outre le fait que ce n'était pas des médias sous forme de stockage en forme de carte, c'était de la cassette, de la bande magnétique. Bien évidemment, c'était très compliqué à développer, surtout quand on faisait du ralenti, parce qu'il fallait louer un magnétoscope qui permettait de lire la bande magnétique, qui coûtait en gros aussi cher que la location d'une caméra. Donc en gros, quand tu louais une caméra, tu mettais le prix x2 parce qu'il fallait après le lecteur spécifique pour la Varicam pour développer les images en 25 ou même parfois en 60p. Mais à l'époque, c'était la seule caméra. Et bizarrement, là où on est passé à un stade de la HD, 1920 par 1080, cette caméra ne proposait que du 720p, 1280 par 720. Voilà. C'est-à-dire à une résolution bien moindre que ce qu'on peut utiliser aujourd'hui et notamment à l'époque en HD. Ça fait un peu rappeler l'histoire aujourd'hui de l'Alexa qui assume le fait qu'elle ait une résolution beaucoup moindre, mais en revanche gagne en dynamique et en latitude. Et là, c'était le même discours chez Panasonic, à savoir, on vous propose une belle image cinématographique, douce, avec une belle dynamique, pas trop de piqué, mais voilà, vous êtes en 720p. Mais le pari marche, puisqu'elle est énormément utilisée à l'époque au cinéma et surtout en téléfilms et séries télévisées. Alors j'ai retrouvé aussi des images de making of que j'avais fait d'une pub. Merci Armel, fidèle réalisateur depuis 20 ans avec qui je travaille, qui m'a fourni ces images de making of qui datent de mai 2006 où à l'époque on faisait une pub dans le sud de la France et on était descendu avec la fameuse Varicam 2/3 pouce, accessoirisée cinéma. On peut y voir notamment le Fujinon 1010 à couverture de capteur 2/3 pouce qui était un objectif qu'on appelait CinéStyle, qui était un peu l'objectif qui nous faisait marquer et dire qu'on tournait avec une caméra de cinéma, mais c'était ni plus ni moins qu'un 10 par 10 pour capteur 2/3 pouce, équipé en follow focus, matchbox, etc. Bref, on avait une image. Remarquez aussi la taille de l'oscilloscope, qui était très profond parce que c'était un oscilloscope à tube cathodique, et sans parler non plus aussi des retours qu'on avait. À l'époque, le BTLH 17 pouces existait aussi, très bon retour vidéo de chez Panasonic, mais on était aussi parfois sur des moniteurs cathodiques. 15 ans après, qu'est-ce qu'il en est ? Le marché a nettement évolué puisque depuis à peu près 2009-2010, on est passé sur du grand capteur avec l'arrivée notamment de la Red One qui a un peu bouleversé un peu tout ça et qui a suivi juste après Arri Alexa qui a proposé sa première caméra classique. Donc on est loin des systèmes D20, D21, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne de ces premières caméras Arri totalement inutilisables sur le terrain. Donc les premières Alexa classiques arrivent à peu près simultanément en même temps que la Red One et on se retrouve aujourd'hui dans la possibilité de pouvoir faire du grand capteur sans bidouiller avec du Canon 5D ou encore avec du Pro 35. Et Sony réplique avec une F3 qui est bien en dessous de la Red et de l'Alexa classique. C'était vraiment une petite caméra, la F3, qui était un peu, on va dire, du limite du foutage de gueule. Mais voilà, Sony a su s'implanter, mais c'était quand même assez brouillon. Mais à côté de ça, aucune nouvelle de Panasonic, qui... silence radio ne propose rien. Sony continue sa course avec proposant plein d'autres caméras comme la F35, la F65, la F5, la F55, plusieurs générations de capteurs de caméras à grand capteur. Et Panasonic propose et annonce en 2014 l'arrivée de la Varicam.
C'était déjà dans les tuyaux et dans les rumeurs, puisqu'on savait très bien que face au succès qu'avait eu la Varicam à l'époque en 2 tiers de pouce, il fallait bien que Panasonic réplique dans la famille des grands capteurs. Mais voilà, l'annonce se fait plutôt rare et l'arrivée en 2014 de cette caméra est un peu, on va dire, déjà un peu en retard. J'ai l'impression que, et c'est là où la question se pose, c'est pourquoi Panasonic n'a pas réussi à s'implanter dans les caméras fiction, alors qu'elle le fait très bien dans tous les petites caméras. Hein. On pense au GH4, GH5, le S, le S1H, les nouvelles caméras qui arrivent de chez Panasonic dans le domaine, on va dire, entre guillemets, low cost, plus corporate. Mais dans le domaine cinéma et fiction, pas de nouvelles, on n'en entend pas plus. Alors, que se passe-t-il? La Varicam arrive sous forme de 3 modèles, hein, la Varicam LT, une Varicam et la Varicam 35, avec dans la Varicam 35 2 modèles, la possibilité d'enregistrer donc soit en RAW brut. Et ça, je le dis tout de suite, c'était un peu compliqué parce que ça faisait quand même beaucoup de gigas. Ou alors en tournant avec un codec beaucoup plus abordable et avec moins de débit. En tout cas, moi j'ai essayé de la tester il y a à peu près plus d'1 an, il y a à peu près 1 an et demi, sur le Talisman où j'ai mélangé justement de la Red Dragon avec la Varicam 35. C'était en anamorphique. Malheureusement, j'ai pas pu continuer et j'ai pas pu l'exploiter beaucoup plus parce que j'ai tourné avec les Orion anamorphiques et le 40 mm sur un capteur Super 35 en format anamorphique. Autant vous dire que la taille du capteur est relativement petit et j'avais des angles de champ qui étaient trop réduits, contrairement à la Red Dragon qui avait un capteur beaucoup plus large. Merde. Ah, tu vois, c'est marrant la vie, hein, parce que moi je m'en bats les couilles. Hein. Tu vois, j'ai plus de sauce samouraï depuis une semaine et j'en fais pas tout un pataquès. Eh ouais, ça fait une semaine qu'il y a plus de sauce samouraï. Tu vois, même les clients sont furieux contre toi. Putain, mais en plus t'es lent. T'es lent, t'as même pas rangé les plateaux ni coupé les tomates. Même Timéo fait mieux le taf que toi, alors qu'il est en stage de 4ème et aveugle. Oh. Regarde-moi ça comme c'est beau. Il a su saisir la beauté de mon visage et le retranscrire sur une pièce d'agneau. Le poids était pas négligeable puisqu'elle pèse quand même un sacré poids la bébête. Mais voilà, j'ai quand même essayé de faire des images. Il faut rappeler quand même qu'il y a des options qui sont assez intéressantes, hein, un dual ISO 800 et 5000 ISO, une bonne dynamique et la douceur et surtout la restitution des teintes chair qui était quand même propre à Panasonic. Voilà, elle a un pigment, cette caméra, qui était quand même différente des autres et notamment de Sony. Moi, encore aujourd'hui, je préfère Panasonic à du Sony. J'avais fait aussi une vidéo avec Luc Barra, que je vous mets aussi dans les fiches, qui vous parle un peu de cette caméra, de cette tendance. C'est aussi une caméra qui a bien fonctionné, notamment sur Netflix, puisqu'elle était acceptée dans les normes Netflix. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pratiquement officiel. En 2020, Panasonic ne continuera pas dans les caméras haut de gamme, telles que les caméras de cinéma. Et aujourd'hui, la place reste très réduite entre Sony, avec la fameuse Venice, qui pour moi, par constatation, marche très bien. Là, évidemment, l'incontournable Arri Alexa avec ses capteurs LF, qu'elles soient mini ou traditionnelles. Et puis, évidemment, la Red Monstro avec 2 dérivés, la Monstro et la Ranger ou la DXL2. Voilà, Panasonic, en tout cas, n'atteindra pas cette place qu'on attendait si impatiemment, puisqu'il faut dire qu'elle avait quand même une image quand même qui était propre à elle, qu'on aimait notamment. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un conflit de génération du fait que ceux qui aimaient la caméra à l'époque, il y a 15 ans, ne sont plus les mêmes utilisateurs aujourd'hui et qui attendent aussi cette même caméra? Why not? Alors, j'en ai posé la question à Clovis de chez Puzzle Video de savoir comment lui voyait la chose, pourquoi il n'a pas acheté dans son magasin cette caméra. On regarde ça ensemble. Alors, je me retrouve avec Clovis de chez Puzzle qui va nous expliquer pourquoi dans son magasin, il n'y a pas de Varicam. Clovis, explique-nous ton ressenti par rapport à la Varicam 35. Alors, c'est pas une mauvaise caméra. Là, ouais. Déjà, mettons ça au point. Il y a eu beaucoup de bons retours dessus. Mais moi qui fais de la location, a fortiori, j'ai plus envie de me diriger vers des caméras qui sont demandées que des caméras qui sont juste bonnes. On a une période où il y a beaucoup de caméras qui sortent, et depuis quelques années maintenant, beaucoup de caméras qui sont très bonnes. Et après, dedans, il faut simplement choisir en fonction de la demande, en fait, tout simplement. Ça ne sert à rien d'avoir une caméra sur une étagère si elle ne sort pas. Et ça a été d'ailleurs tout le problème des premières caméras full frame LF, la Arri, qui était très grosse, mais qui dormait sur les étagères, pourtant qui était très jolie. Et puis au moment où elle est devenue toute petite, tout le monde a voulu tourner avec. Moi, c'est le problème que j'ai avec les Varicam, c'est que ça n'a pas
était une caméra qui a séduit les opérateurs. Forcément, ben, tu vois, je suis moins enclin à l'essayer. Maintenant, il y a des caméras qui font un petit peu les exceptions. Où tu te dis, c'est une cam dans laquelle je crois, je pense qu'elle va cartonner, mais qu'il faut qu'elle trouve un peu son public et tout. Ce qui a été le cas, par exemple, du premier A7S, ce qui a été le cas du S1H. Quand les S1 sont sortis, tu vois, chez Pana, les gens disent bah, c'est trop bien, ils font enfin du full frame et tout. Et le S1H, on dit bon, ok, c'est pas mal, mais en même temps, c'est lourd, c'est cher et tout. Et vraiment, ça a mis longtemps, quoi. Ça a mis longtemps à marcher. Mais c'est des caméras sur lesquelles tu peux investir parce que ça coûte pas forcément une tonne. Quand on parle d'une caméra qui sort à 18 000, c'est ça quand elle est sortie? Ouais, 18 000 € en 2014. Tu te dis, tu n'as pas intérêt à te planter, quoi. Et si personne te la demande, tu la prends pas. Et donc, on fait toujours, tu vois, des petits retours auprès des opérateurs, des chefs-op. Est-ce que c'est une caméra qui vont les intéresser et tout? Si ça les intéresse sans plus, ou genre juste il y a un succès d'estime, non, tu vois, on n'apprend pas. Genre, tu vois, les Z-Cam, il y a plein de personnes qui nous parlent des Z-Cam, mais c'est pas une caméra qu'on pourrait avoir en loc, parce qu'on n'a pas suffisamment de demandes d'opérateurs sérieux dessus, donc on va pas la prendre. Et ben, c'est pareil ce qui s'est passé pour moi pour la VariCam. Okay. Et à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, c'était au mois de mai de l'année dernière, donc 1 an et demi, Panasonic a fait un price drop. Ils ont baissé le prix de la caméra. Ouais. Ils ont dit on n'en vend pas. Et là, c'était un signal fort pour dire que clairement, les opérateurs n'utilisaient pas cette caméra, vu qu'ils n'en vendaient pas. Ouais. Donc, ils n'avaient pas sur le marché. Et donc, du coup, personne n'en demandait. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Et du coup, ils sont passés de 18 000 à 9 000 ou 10 000 balles. Putain. Divisé par 2, quoi. Ouais, dans la nuit. Donc, ouais. Au fait. Allez, ciao. Des bonnes caméras, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'elles trouvent leur marché. Et je pense que Sony ont frappé très fort et ont été sur le devant de la scène, je parle de manière publicitairement parlant ou d'influence, ont été sur le devant de la scène avec leur A7, avec leur FS7, FS5 qui grignotaient des parts de marché sur les C300 de Canon, sur les DSLR qui sont arrivés, ils ont à nouveau tout chamboulé et tout. Donc en fait, tu vois, on en parle pas mal. Et si on parle beaucoup d'une marque, tu vas avoir plus de relations pour pouvoir implanter ta marque chez des boîtes de loc, chez des sites marchands ou chez des sites de news. Et du coup, ta marque, elle est plus mise en avant et du coup, tous les produits que tu vas sortir ont un peu plus de chances de marcher que les autres. À partir du moment où le produit est bon. Ouais. Maintenant, pourtant, il y avait une bonne base chez Panasonic quand même. Le GH5, le GH5S, le S1H. Ouais, mais c'est pas des cams qui... alors, je parle pas du S1H parce qu'il est arrivé après. Ouais. On a eu, à l'époque où la caméra est sortie, c'était un GH4, qui était bien. Mais le GH4, il est sorti en 2014, si je dis pas de bêtises. Entre-temps, il se passerait en 2015. Et puis après, quand ils viennent, en fait, ils ont juste un produit qui est un peu froid, que tout le monde utilisait, pas de problème, un GH4, mais qui est vraiment réservé, tu vois, genre au bas du bas. Et là, après, de là, essayer de s'imposer comme une marque qui est du coup très haut de gamme, ouais. Bah, du coup, tu as un grand pas, une grande marche à faire. Donc, c'est un peu plus dur de s'imposer. Peu importe la qualité de ton produit, encore une fois, c'est ce qu'on peut déplorer, mais du coup, quand tu regardes des marques comme Sony qui gravissent un petit peu les échelons et qui sont un petit peu présents partout, bah, quand ils sortent un produit, on en parle. Et eux, ils avaient déjà en plus Sony F5, F55, qui ont des caméras qui ont marché. Ça n'a pas été une folie, mais ça a marché. Donc après, ils viennent avec la Venice. Voilà, ils prennent la place du troisième. Ouais, c'est ça. Mais du vrai troisième. On n'est pas d'accord dessus, mais la caméra Venice, elle est troisième. Elle est loin derrière Harry et elle est loin derrière toutes les caméras RED. Ouais, moi je pense que, voilà, c'est là où je suis pas d'accord avec Lovis, c'est que moi j'ai plus l'impression dans les retours que j'ai que Sony dans la Venice est nettement implantée dans les caméras de cinéma, puisqu'aujourd'hui... Elle est implantée, c'est pas ce que je dis, c'est en termes d'utilisation. D'utilisation, pour moi, elle est très utilisée. Oui, elle est utilisée. Hein. Les gens se posent la question souvent entre l'Alexa et la Sony, bien plus que Alexa et Red. Ouais. Donc voilà, Red, c'est vraiment l'impression que c'est vraiment... voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent s'aventurer au cinéma avec. C'est soit d'Alexa, soit parfois de la Netflix. Sauf pour Netflix. Oui, sauf pour Netflix, évidemment, parce que forcément, ça a été les premières caméras à être acceptées dans les normes de Netflix. Bon, Merci Clovis pour ce petit retour. Écoute, et puis, Alors à noter que l'interview a été faite avec la Red Komodo et puis un optique 35 mm de chez Sigma.
Donc c'est pour ça que vous avez une texture assez particulière. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, si vous êtes aussi un ancien utilisateur de la VariCam 2/3 de pouce, vous savez cette caméra qui a fait vraiment parler d'elle à l'époque il y a 15 ans, n'hésitez pas à nous donner votre témoignage dans l'espace commentaire. En attendant, je vous dis à très vite, merci de vous abonner, le petit pouce bleu et on se dit à la prochaine, ciao.